Bonjour à tous, merci de nous suivre sur RTI 1 à la une de l'actualité ce dimanche. La fête des pères est célébrée aujourd'hui 18 juin. Une journée dédiée à tous les papas, une occasion pour leur faire des cadeaux, mais surtout leur exprimer l'amour, l'affection et le bonheur procuré par leur présence au quotidien. La police criminelle ivoirienne démantèle un gang spécialisé dans les braquages à main armée. Plusieurs banques et établissements financiers ont été la cible de ce gang, principalement dans les villes d'Akoupé et de Sikensi. Législative en France, le taux de participation à la mi-journée est de 17,75% pour ce second tour. 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour un scrutin qui devrait offrir une majorité écrasante au parti d'Emmanuel Macron. Bienvenue à tous. Dans le magazine de ce dimanche, nous parlerons de la Journée mondiale des réfugiés. Elle est célébrée tous les 20 juin. Ici en Côte d'Ivoire, quelle est l'action du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés? Comment se fait la prise en charge des Ivoiriens qui sont réfugiés à l'extérieur, leur rapatriement et aussi leur réinsertion? Toutes les réponses tout à l'heure avec Mohamed Askia Touré. Il est le représentant du HCR en Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur Touré. Bonjour madame. On se retrouve tout à l'heure dans une trentaine de minutes. Les pères sont à l'honneur aujourd'hui. 2 semaines après la fête des mères, c'est la fête des papas. Comment a-t-elle été préparée dans la capitale abidjanaise? Comment est-elle célébrée ce dimanche? Frédéric Oulaï et Franck Wadio. Après les mamans, au tour des papas d'être célébrés. Un tour à travers le district d'Abidjan. Magasins et boutiques se prêtent au jeu du constat de l'engouement populaire autour de la fête des pères. Toute la semaine, il n'y a pas eu de clients qui ont parlé de la fête des pères. On ne sait même pas si à la fête des pères. Je voudrais dire que la fête des pères, bon, je vois que ça fait du tapage, depuis un certain temps on en parle. C'est pas mauvais. Il y a des papas qui sont quand même spéciaux. Mon mari, pourquoi pas, il n'est pas mauvais, il est gentil avec moi. Donc lui, il mérite qu'on le fête, sinon c'est pas évident. Avis tranché donc pour Edith. D'autres ont des positions contraires. Mariam s'est rendue dans un magasin d'articles pour hommes. Elle a une surprise pour son mari. Ma fête des pères, vraiment, c'est une joie pour moi. Malheureusement, j'ai perdu mon papa tôt avant de me marier. Donc, je considère mon mari comme mon papa. Moi, je l'appelle papa à la maison, lui, il m'appelle maman. Donc, fête des pères, vraiment, je suis passée au magasin depuis le matin et réservé un pantalon, un blazer pour lui faire une surprise. Le constat est clair. Peu d'affluence dans les magasins, les grandes surfaces ou même dans les marchés. Quelques commerçants, cependant, se frottent les mains, en particulier les vendeurs d'articles pour hommes. Les femmes viennent pour une rendre visite pour payer un peu les habits pour les fêtes des pères. Concernant la fête des pères, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, on a constaté qu'il y a beaucoup d'affluence au niveau des femmes en notre boutique ici. Les femmes sont venues, certaines femmes ont acheté des chemises, des polos, des ceintures, des chaussures. Je connais même une femme qui a payé une chaussure assortie avec la ceinture pour son mari, pour rapport à la fête des pères. Des grandes surfaces, nous nous rendons dans une famille. Chez les Koulibaly, le chef de famille exprime sa résignation. Vraiment, moi, ça m'a surpris. C'est par le dit de ma femme que j'ai su que demain c'était la fête des pères. Tu sais, les hommes, nous, on est toujours partis. On ne peut pas enregistrer tout. Un homme, là, quand il te lève matin, il faut chialer, picorer, venir nourrir la famille. On ne peut pas enregistrer tout. Souvent, ce sont les enfants ou les femmes qui nous révèlent pour dire que vraiment c'est telle fête, telle fête. Même la fin du mois, souvent, on oublie. Mais la maîtresse des lieux a quelques idées. La fête, cette année, sera particulière. À l'occasion de la fête des pères, j'ai prévu lui acheter un petit cadeau, comme j'ai pour habitude de le faire. Juste après la fête des mères, je sais déjà que quelques semaines après, vient la fête des pères. Donc déjà, après la fête des mères, je me prépare en conséquence. J'essaie de faire les magasins, j'essaie de le titiller un peu, lui demander ce qu'il aime. Et déjà derrière la tête, j'ai une petite idée. Donc quand je sors de là, je sais automatiquement ce que je dois acheter pour lui. Négligence des hommes, faible engouement médiatique, quelques raisons du désintérêt général, selon certains avis. Ils sont un peu négligents sur les bords. Donc l'appel que je peux lancer aux hommes, c'est d'essayer d'être un peu plus regardant au niveau de la famille, de s'imprégner dans l'éducation des enfants
et surtout de chérir leurs femmes et de leur montrer quels sont leurs moments. C'est quand même quelque chose d'important pour la femme, de célébrer son homme. C'est-à-dire que quand l'homme vous consacre votre journée, il faut pouvoir à votre tour le lui rendre. Il faut pouvoir aussi lui dire que vous savez qu'il a un jour qui lui est dédié et que qu'elle puisse aussi à elle leur tour de célébrer leur mari, c'est très important. La première célébration de la fête des pères s'est déroulée le 19 juin 1910 dans l'État de Washington, aux États-Unis. Le Salon international du tourisme de Beijing à Pékin a ouvert ses portes. Plus de 80 pays y sont représentés. La Côte d'Ivoire vend sur place ses destinations et lieux touristiques phares. Patricia Omouetia. Beijing International Tourisme Expo BITE 2017, autrement dit le Salon international des industries du tourisme et des loisirs de Beijing, a ouvert ses portes. Plus de 900 organismes touristiques et agences de voyage et plus de 80 pays représentés. Sur un stand de 54 mètres carrés, la Côte d'Ivoire a pris ses quartiers. Au programme, rencontres et rendez-vous d'affaires. Le plus important des rendez-vous de cette première journée, la signature de coopération entre le Beijing China Travel Service et Côte d'Ivoire Tourisme. Le premier tour opérateur chinois a marqué ainsi sa volonté de venir visiter la Côte d'Ivoire à travers des éductours et des circuits. Nous en sommes très heureux et très satisfaits. Les dirigeants de ce tour opérateur vont bientôt se rendre en Côte d'Ivoire avec leurs professionnels pour un éductour initial afin d'élaborer avec Côte d'Ivoire Tourisme et nos agences de voyage un circuit touristique axé sur la culture. Ils nous ont demandé de pouvoir visiter les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire. Vous vous rendez compte du travail que nous avons accompli et nous en sommes fiers. Au-delà de toute espérance, voici que les Chinois nous proposent aujourd'hui de pouvoir venir concrètement en Côte d'Ivoire. Donc c'est tout le bénéfice que nous avons de nos participations dans tous les salons majeurs. Il y en a 4 dans le monde sur lesquels nous visons un nombre ne serait-ce que respectable de touristes qui pourront visiter la Côte d'Ivoire. Pour la délégation ivoirienne, l'objectif est atteint pour cette 3e participation au Salon international des industries du tourisme et des loisirs de Beijing. Sur le sol ivoirien, la police criminelle a démantelé un présumé gang qui aurait longtemps sévi dans les villes d'Akoupé et de Sikensi. Plusieurs banques et établissements financiers ont été la cible de ce gang. Abou Sango. Ils opéraient dans les villes d'Akoupé et de Sikensi. Ils auraient à leur actif plusieurs attaques de commerce, d'établissements à vocation coopérative et de banques. Ils auraient attaqué la coopérative agricole d'Akoupé au mois de mai dernier et emporté la somme de 8 millions de francs CFA et dépouillé plusieurs clients d'une structure bancaire à Sikensi au mois de juin dernier. Ils étaient activement recherchés par les services de la direction de la police criminelle lorsqu'au cours d'un contrôle de routine au corridor situé sur l'axe Oumé-Yamoussoukro, des agents de la préfecture de police de Yamoussoukro ont interpellé et mis à la disposition de la direction de la police criminelle le présumé chef de gang, lequel détenait un pistolet automatique. Sur ces indications, une opération est menée et elle a permis de mettre le grappin sur ses acolytes et de saisir leur arsenal composé de 2 Kalachnikov, un pistolet automatique, une arme de sécurité et un pistolet factice. Interrogés, ils auraient reconnu leurs faits. On a un parmi nous qui maîtrise bien la zone, c'est lui qui nous a envoyé là-bas. C'est comme si on avait attaqué un établissement financier. Moi j'étais pris à Yamoussoukro, c'est avec cette arme que j'ai été pris. J'ai des remords. Ces individus seront conduits devant le parquet d'Abidjan Plateau pour répondre des faits de vol en réunion à main armée, détention illégale d'armes à feu et association de malfaiteurs. L'Organisation internationale du travail dénombre 67 millions de travailleurs domestiques dans le monde. À l'occasion de la Journée internationale des travailleurs célébrée le 16 juin, les acteurs du secteur lancent un plaidoyer pour la prise en compte légale de leur corporation ici en Côte d'Ivoire. Franck Quadio. Elles sont à la tâche de façon quotidienne dans nos domiciles. On les appelle aussi servantes et avec elles, souvent du personnel de maison, tels les jardiniers, les gouvernantes, leur corps de métier a une dénomination. Ce sont les travailleurs domestiques. Leur lot quotidien, le plus souvent, fait de frustration. Je ne mangeais pas. Quand je finis son travail, je ne mangeais pas. 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 Je ne mangeais pas.
ça s'arrête là, son enfant ou rien. Les injures, les maltraitances, souvent, si tu n'as pas de niveau, que tu ne connais pas ton travail, au lieu de te faire asseoir pour te parler, vont te frustrer, même avoir des coups de gifle, vraiment. Les travailleurs domestiques, pourtant reconnus par l'Organisation internationale du travail à travers la Convention 189 de Rome en 2011, pas encore ratifiée par la Côte d'Ivoire. La Convention 189 est la convention relative au travail domestique. Et il faut effectivement créer un cadre décent au niveau de ce travail. Donc effectivement, c'est pour interpeller les gouvernants, c'est pour interpeller les autorités, effectivement la prise en compte de ce travail comme tout autre travail. Occasion donc, à la faveur de cette journée internationale des travailleurs domestiques de Côte d'Ivoire, 3e édition, de plaider pour un cadre législatif accru, mais surtout de sensibiliser travailleurs domestiques et employeurs. La formation donc, des travailleurs et travailleuses et la sensibilisation des employeurs. Il n'y a que ça qui va modifier donc, la conception et l'approche de ces deux types de personnes-là, qui évoluent dans le même cadre. Les employés ont besoin d'être sensibilisés et les employés ont besoin donc d'être formés. Des attentes à noter au cours des échanges, mais aussi des devoirs envers les employeurs. Cela passe par la formation. Nous voulons les aider à la restauration de leur image, ce qui est d'ailleurs très important. Si l'image de ce corps de métier est restaurée, on aura vraiment gagné une grande partie. La nécessité d'un cadre législatif pour le travailleur domestique n'a pas occulté de relever les actions gouvernementales en faveur du secteur. Prélèvement du SMIC, par exemple, passé de 30 607 francs CFA à 60 000 francs CFA. Le SMIC est appliqué, seulement que c'est la sensibilisation qui fait défaut. Parce que quand tu me payes à 25 000, je mange chez toi, je dors, j'utilise l'eau, l'électricité, j'ai des petits bobos, tu prends soin de moi. Quand on totalise tout cela, on se retrouve même des fois à 90 000. Le patron, effectivement, malgré sa bonne volonté, est aussi confronté au problème que lui-même, son salaire ne lui permet pas de payer son personnel domestique à hauteur de 60 000. Les travailleurs domestiques ont décidé à organiser leur milieu. Objectif, être considérés comme membres d'un secteur d'activité porteur et bénéficier ainsi d'une couverture sociale adéquate. Direction à Bangourou, dans l'Indénié Blanc, la Fédération nationale des associations et syndicats des photographes et caméramans professionnels de Côte d'Ivoire a offert 600 tables bancs à la Direction régionale de l'éducation nationale. Chantal Akandon. Ce don composé de 600 tables bancs est à l'initiative de la Fédération nationale de photographes et caméramans de Côte d'Ivoire, FENAS FOSI. La Drainette d'Abangrou a salué ce geste qui va aider à mettre les élèves dans de bonnes conditions de composition en cette période d'examen à grand tirage. Le président prend l'école obligatoire, l'école inclusive, l'école de qualité, l'activité menée par les photographes est au bénéfice de l'éducation nationale. Les donateurs ont souligné être aussi des parents d'élèves. Pour eux, cette action est leur apport dans la promotion de l'école ivoirienne comme prônée par le gouvernement. La FENAS FOSI entend être désormais un partenaire de choix auprès de l'éducation nationale en vue de continuer à œuvrer pour la bonne marche de l'école ivoirienne. Les autorités locales ont affirmé leur soutien à cette activité et ils ont appelé les cadres à s'inscrire dans la même dynamique que cette fédération. Aussi, grâce à ce genre d'action qui met les élèves dans de bonnes conditions d'études, la Côte d'Ivoire produira les meilleurs cadres du continent. La pouponnière de Yopougon, un centre qui accueille les enfants en difficulté. Elle a reçu des dons en vivres et en non-vivres à la faveur de la journée de l'enfant africain. Une ONG s'est engagée à réhabiliter intégralement la cuisine de la pouponnière. Franck Wadio. Une alimentation équilibrée et un repas confectionné dans de meilleures conditions, tout part de la cuisson en cuisine et celle de la pouponnière de Yopougon-Atié sera bientôt réhabilitée. Avant la matérialisation de cette action, des vivres et produits alimentaires pour les 73 pensionnaires. Cette double initiative est de cette organisation exerçant dans l'agroalimentaire qui, à la faveur de la journée de l'enfant africain, s'inscrit dans une dynamique de volontariat. Nous allons insister sur le bien-être et l'hygiène.
Nous allons donc, au travers d'activités ludiques, comme vous pouvez le voir, montrer aux enfants des actes tout simples d'hygiène. Comment est-ce qu'on se brosse les dents, on se lave les mains. Autant de petits moments importants que nous souhaitons partager avec les enfants. Des enfants heureux, oubliant leur statut d'enfant en difficulté, pris en charge ici, à la pouponnière, structure étatique. Cette initiative est vraiment à louer parce que cela va permettre au moment poupon de travailler dans un environnement plus gai et plus sain. Un don bien accueilli donc, de l'énergie en plus pour les enfants de la pouponnière de Yopougon-Atié qui fêtera bientôt ses 40 ans d'existence. Convention régionale du mouvement des femmes de l'église évangélique Foursquare de Daloa. En marge de la rencontre, elles ont fait des dons aux enfants défavorisés, aux enfants orphelins de la ville. Thérèse Yoboué. L'orphelinat de l'ONG Tomorrow's Hope de Daloa compte 22 enfants dont l'âge varie entre 10 mois et 14 ans. Cet orphelinat accueille des enfants abandonnés et des orphelins. C'est pour venir en aide à ces enfants vulnérables que les femmes de l'église évangélique Foursquare ont fait don de vivres aux responsables de l'orphelinat. Pour la présidente régionale des femmes Foursquare de Daloa, ce geste à l'endroit des orphelins est un signe de l'amour de Jésus qui invite dans la Bible à faire du bien à ceux qui sont dans le besoin. La parole de Dieu même dit que Dieu, il est le Père des orphelins. Nous, en tant que fils et filles de Christ, nous croyons que ces orphelins sont nos frères, nos enfants. Et qu'il faille que nous arrivions pour les saluer, communier un peu avec eux, trouver des présents pour que ces enfants qui n'ont certainement pas leur père, leur mère, puissent avoir un temps de joie dans leur vie. Le pasteur du district de Daloa a salué l'initiative des femmes de Foursquare de Daloa. Ces dons ont été faits à l'occasion de la première édition de la Convention des femmes qui avait pour thème « Annonce Jésus-Christ, femmes avec une pleine assurance ». Des prières, une projection de films et un sketch ont meublé également cette convention. Sur la scène culturelle, la structure Danse et Enseignement Moderne Lumière lance la 5e édition de son programme de danse. Plus de 300 enfants y ont pris part. Ils ont appris des techniques d'interprétation et de danse. Deviseyo et Isaïo. De la danse classique à la danse urbaine et africaine, ces écolières qui alternent études et danse ont fait montre de leur talent de danseuse. Une idée de la structure Danse et Enseignement Moderne et Gloire, DMLG. Une manière pour les organisateurs de fournir à l'élève un ensemble d'acquis élémentaires pouvant servir de socle à un solide parcours de formation scolaire. Le but pour moi, c'est de permettre à tous ces enfants, que ce soit de tous bords, de tous champs, de classes, différentes classes sociales qui sont réunies sur scène, qui voient dans la joie, dans la gaieté, en fin d'année, s'amuser, promouvoir la danse. C'est en cela que j'ai initié le projet, pour permettre aux uns ou les autres de danser. Parents d'élèves et encadreurs se réjouissent des compétences et de la polyvalence des enfants. Et je trouvais que c'était une très belle initiative et que c'était à saluer parce qu'on a tendance à sous-estimer le potentiel de nos enfants. Et moi, mes filles, elles aiment bien danser. Et c'est surtout pour leur équilibre. Je pense que cette cérémonie permet quand même aux enfants d'extérioriser leur talent. Parce qu'on les voit danser au son d'autres musiques, mais là, de la danse classique avec d'autres sonorités, ça fait vraiment du bien. Plus de 300 enfants ont participé à cette 5e édition de Danse et Enseignement Moderne Lumière et Gloire. Des diplômes de participation ont été remis à chaque enfant à la fin de la cérémonie. La région du Béret prévoit un investissement de 4 milliards de francs CFA pour la période 2018-2020. Un budget essentiellement alloué à la réalisation de projets communautaires, à savoir des salles de classe, des centres de santé et aussi des subventions aux femmes et aux jeunes. Mamadou Kwasi.
Réalisation de 20 forages et d'un château d'eau de 50 mètres cubes avec un réseau de distribution d'un montant de 200 millions de francs CFA à Kongasso. La construction de la pédiatrie et l'équipement d'appareils échographiques de l'hôpital général de Mankono. Construction de maternités et de dispensaires dans la région. Renforcement du plateau technique du centre de santé de Samoroso, de Dianra, de Ligbiso, de Morandala et de Sanrala. À cela s'ajoute la construction d'écoles primaires et de collèges de proximité. Ce sont là quelques projets phares réalisés par le Conseil régional du Béret ces 2 dernières années. Et le président de cette institution ne veut pas s'arrêter là. Il compte s'investir pour un mieux-être de ses administrés. Il faut qu'ils s'approprient le développement du Béret. Il ne faut pas qu'ils s'asseyent et qu'ils se disent, voilà, c'est le conseil qui doit faire, c'est le conseil qui doit... Oui, le conseil accompagne, mais vous êtes les acteurs premiers et vous devez vous investir dans votre développement. Au cours de cette session ordinaire, Abdelkader Karamoko, président du conseil régional du Béret, a présenté au corps préfectoral et aux populations le programme triennal 2018-2020, un programme qui porte sur 114 projets évalués à 4 milliards de francs CFA. En plus, le conseil régional veut mettre en place la politique de zonage. Il s'agit d'installer des représentants du conseil dans chaque sous-préfecture et chaque village afin de faire remonter les besoins essentiels de la population. Le préfet des régions a exhorté la population à accompagner cette politique de développement de la région du Béret, chose qui contribuerait selon lui à l'amélioration de leurs conditions de vie. Protection de l'environnement, lutte contre la déforestation, le village de Yadio dans la sous-préfecture d'Akoupé a procédé à un planting d'arbres. L'opération s'inscrit dans un plan régional qui porte sur des milliers d'hectares à reboiser. Franck Quadio. Yadio, village de la sous-préfecture d'Akoupé. L'ONG Gaïa œuvre pour la sauvegarde de l'environnement. Illustration, une cérémonie de planting d'arbres en présence des autorités administratives et coutumières. L'ONG Gaïa, représentée sur l'ensemble du territoire ivoirien, a procédé jusqu'à ce jour à plus de 3500 hectares de reboisement. Le président d'honneur de l'ONG, le capitaine Seka Germain, pour planter le décor, a traduit tout l'intérêt que porte l'ONG Gaïa à la pérennisation et la sauvegarde de notre environnement. Nous avons un programme de 500 hectares cette année. L'ONG Gaïa a décidé de mobiliser tous les fils, toutes les filles du canton Kétin à continuer à reboiser dans le domaine rural et forêt classée. Visite des nouveaux locaux et une vaste opération de planting d'arbres soutenue par le commandant des eaux et forêts de la localité. Un tournoi de football a mis fin à cette cérémonie qui annonce le Bioko-Se Festiplan, festival gastronomique de planting d'arbres d'Akoupé, qui aura lieu du 29 au 30 septembre 2017. La Fédération des femmes pour la paix mondiale section Côte d'Ivoire célèbre son 25e anniversaire. 9 femmes ont été faites ambassadrices de paix. Elles ont désormais la mission. Elles doivent aller porter la paix dans leur environnement et bien au-delà. Chris Diomondé et Franck Adio. 300 femmes leaders et responsables d'ONG à la cérémonie marquant les festivités du 25e anniversaire de la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Une initiative de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, FPPM. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de ce reportage. Plus qu'une trentaine de jours avant les 8e Jeux de la francophonie, pour cette édition d'Abidjan, le Forum national des confessions religieuses de Côte d'Ivoire a initié une prière en soutien à l'organisation de l'événement dans la capitale économique ivoirienne, Issaïo. Voilà, la technique semble ne pas suivre, mais nous reviendrons certainement sur ces différents reportages. Nous sommes au 23e jour du Ramadan, le mois de jeûne en islam. Le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire a fait des dons en denrées alimentaires à une quarantaine de structures islamiques qui œuvrent dans le domaine social. Le reportage de Franck Quadio.
Alors nous allons passer à notre magazine de ce dimanche, mais nous reviendrons sur ces reportages. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés œuvre depuis 1992 pour le bien-être des réfugiés ivoiriens et de tous ceux qui ont trouvé refuge ici en Côte d'Ivoire. À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés célébrée le 20 juin, nous allons faire le point des actions du HCR en Côte d'Ivoire. Le représentant du HCR en Côte d'Ivoire, Mohamed Askia Touré, est notre invité. Il est avec nous. Il va s'installer pour le démarrage de ce magazine. Voilà, il s'installe. Alors nous allons d'abord parler des principales missions du HCR en Côte d'Ivoire, au-delà de la prise en charge des réfugiés. Rebonjour Monsieur Touré. Bonjour madame. Alors vous allez nous dire quelles sont les principales missions du HCR en Côte d'Ivoire, en plus donc de la prise en charge des réfugiés. Bien, merci beaucoup. En fait, les principales missions du HCR sont multiples. Nous avons sous notre mandat à peu près l'équivalent de 1 million de personnes à repartir entre 3 groupes de population, à savoir les réfugiés qui sont sur le sol ivoirien, donc des réfugiés qui viennent d'autres pays, à savoir plus de 260 000 ex-réfugiés ivoiriens. En fait, j'entends ex, je veux dire des réfugiés qui étaient dans les pays d'asile et qui sont revenus en Côte d'Ivoire à la faveur de la paix retour en Côte d'Ivoire. Et ensuite, nous avons une grande population à risque d'apatridie, dont on estime à peu près 700 000 le nombre sur le sol de Côte d'Ivoire. Alors nous allons revenir à ces populations-là, mais d'abord quand on parle de réfugiés en Côte d'Ivoire, il y a deux aspects, vous l'avez dit, les Ivoiriens qui se sont réfugiés à l'extérieur et aussi les étrangers qui ont trouvé asile en Côte d'Ivoire. Quelle est l'action que vous menez en fonction de ces deux catégories? La Côte d'Ivoire a toujours été une terre d'asile, une terre d'accueil. Elle a accueilli dans les années 60 des centaines de milliers de réfugiés guinéens. Elle a ensuite accueilli des centaines de milliers de réfugiés nigériens, donc notamment les réfugiés qui venaient de la guerre de sécession du Biafra, et par la suite, de manière beaucoup plus récente, des centaines de milliers de réfugiés qui venaient du Libéria. À la faveur de la paix retrouvée au Libéria, l'écrasante majorité de ces réfugiés sont repartis dans leur pays d'origine, mais il n'en demeure pas moins qu'il reste encore une population de réfugiés ici, qui viennent d'horizons divers, qui est souvent une image en fait de ce que représentent les conflits que le monde connaît. Donc nous avons aujourd'hui des réfugiés turcs, des réfugiés congolais, des réfugiés d'horizons divers, syriens bien entendu, pour ne citer que cela, centrafricains. Donc je pense que l'écrasante majorité des réfugiés est une population urbaine, mais il n'en demeure pas moins que nous avons encore des réfugiés sur le sol de Côte d'Ivoire répartis un peu partout. L'action principale que nous avons à l'endroit de ces réfugiés, c'est de nous assurer que le réfugié, notamment les réfugiés ivoiriens qui ont opté pour le retour en Côte d'Ivoire, retournent dans des conditions les meilleures. Donc il ne s'agit pas tout simplement d'une activité de logistique, il ne s'agit pas de mettre des personnes dans des camions et de les ramener dans leur pays d'origine, mais il s'agit de voir dans quelle mesure on peut les réinsérer dans la vie socio-économique de Côte d'Ivoire. Alors quand on parle de réfugiés ivoiriens dans d'autres pays, vous l'avez dit, depuis 2011, c'est le retour volontaire de 260 000 Ivoiriens que vous avez encadrés, que vous avez accompagnés. Comment se fait concrètement ce rapatriement? Le rapatriement se fait sur deux volets, en amont et en aval. En amont, c'est-à-dire dans le pays d'asile, il est lieu de souligner que le rapatriement est volontaire. C'est-à-dire qu'on ne rapatrie pas un individu qui n'a pas vocation à vouloir retourner dans son pays d'origine. Donc les listes sont répertoriées, nous assurons que les personnes qui reviennent sont connues des services de police, sont connues des services d'immigration. Et bien entendu, tout se fait dans un cadre formel, un cadre juridique formel que l'on apporte dans le jargon, un accord tripartite qui lie le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui lie le pays d'asile et le HCR. Donc tout cela se fait sous les auspices du HCR et nous assurons que ces personnes qui reviennent sont réhabilitées dans leur fonction, c'est-à-dire que ces personnes avaient perdu leur emploi dans l'exil. Nous nous assurons qu'elles retrouvent leur emploi, nous assurons que tous les problèmes liés au foncier, qui effectivement reste une problématique assez sérieuse dans la dynamique du rapatriement, donc nous nous assurons que toutes ces personnes retrouvent un peu une certaine normalité et bien entendu cela est encadré par d'ensemble d'activités, notamment des activités génératrices de revenus, la réhabilitation de centres de santé, la réhabilitation de centres communautaires pour nous assurer que le rapatriement est durable. Alors, le HCR travaille en ce moment sur le retour d'environ 16 000 Ivoiriens. Quel est le dispositif qui est mis en place en amont, déjà quand ils sont dans leur pays d'asile?
Dans le pays d'asile, un ensemble d'activités, notamment des activités de protection. Nous restons encore une agence de protection, donc l'assistance est un volet important de la protection. Donc dans un pays en amont, c'est-à-dire dans les pays d'asile, surtout le Ghana, le Libéria et la Guinée, qui sont les 3 pays qui accueillent le plus de réfugiés ivoiriens. Donc un ensemble d'activités sont données à l'endroit de ces réfugiés. Donc nous assurons que leur protection est assurée. Et pour nous assurer de cela, je veux dire que des centres de santé sont mis en place, des écoles et tout un ensemble d'activités sont mises à leur disposition pour que leur protection soit assurée. Pour que le retour se fasse dans de bonnes conditions. Ces personnes ont quitté la Côte d'Ivoire depuis des années. Certaines n'ont plus aucun document qui puisse prouver leur identité. Elles ont eu des enfants qui n'ont pas de papiers, qui n'ont pas été déclarés. Est-ce qu'elles sont considérées comme apatrides aujourd'hui? C'est le grand challenge en fait de notre activité en Côte d'Ivoire. Le grand challenge, c'est de nous assurer que toute personne qui revient en Côte d'Ivoire revient avec une identité. Je veux dire que l'identité, j'entends par là une identité juridique qui lui permette de pouvoir réclamer des droits, de pouvoir se réinsérer dans le tissu socio-économique de Côte d'Ivoire. Mais il n'en demeure pas moins que certaines d'entre elles se retrouvent dans des situations où l'abandon a été quand même assez difficile, a été assez traumatique. Vous imaginez, madame, le départ forcé n'est jamais quelque chose d'aisé. On a rarement la possibilité de rassembler ses bagages, de préparer son départ. Donc le départ se fait de manière forcée. Donc très souvent, on abandonne derrière soi tout un ensemble de choses. Donc ces personnes reviennent souvent dans des conditions où il est difficile de prouver qui elles sont. Donc je veux dire que le challenge, effectivement, c'est de nous assurer que toutes ces personnes retrouvent cette forme d'identité. Mais certains continuent malheureusement à ne pas pouvoir bénéficier de toutes ces activités-là. Donc elles tombent très souvent sous le coup de situations d'apatridie. L'apatridie, on sait qu'il y a 700 000 apatrides aujourd'hui en Côte d'Ivoire et c'est un chiffre très très important. Qui sont toutes ces personnes? Comment est-ce qu'elles sont devenues apatrides? Ça peut être très long. Je ne sais pas si on va essayer d'être court exactement. La Côte d'Ivoire est le 2e pays au monde après Myanmar à avoir une population aussi importante d'apatrides. Elle est sous 3 aspects. Je veux dire que le premier aspect, il faut dire que la Côte d'Ivoire est d'abord une terre d'accueil, une terre d'asile, un carrefour. Je veux dire que de nos jours, on estime à pratiquement 30% le nombre d'étrangers qui vivent sur le sol ivoirien. Mais l'apatridie en Côte d'Ivoire trouve sa genèse dans trois phénomènes. Le premier, c'est une succession d'États. Donc l'État ivoirien étant devenu indépendant en 1960, a succédé à l'État colonial antérieur, et une succession d'États, une succession de lois, malheureusement, a eu comme effet la dénaturalisation ou le manque de nationalité pour certaines de ces personnes, et qui n'ont pas nécessairement acquis la nationalité ivoirienne en 1960. Donc les enfants de ces enfants, les petits-enfants de ces enfants, donc je veux dire qu'on a une accumulation de générations. Simplement, la Côte d'Ivoire dans les années 50 avait un besoin énorme de main-d'œuvre, donc je veux dire que des populations ont été importées entre guillemets de pays voisins, donc elles sont restées sur le sol ivoirien sans pour autant avoir la nationalité ivoirienne. Donc je veux dire qu'on parle d'une succession de générations qui n'ont pas pu bénéficier de ces documents d'identité ou d'une naturalisation. L'autre phénomène qui caractérise cela, je veux dire, c'est aussi tous les enfants abandonnés en Côte d'Ivoire, parce que la nationalité ivoirienne est acquise par le sang. Donc, tout enfant qui est né en Côte d'Ivoire de parents inconnus, de facto, se retrouve dans une situation d'apatridie. Donc, je pense que ça, c'est aussi un phénomène assez important. Et l'autre aspect qui est aussi un aspect important, madame, c'est tout l'aspect de l'enchaînement des naissances, qui effectivement a des lacunes. Bien entendu, la guerre civile qui a traversé la Côte d'Ivoire a aussi accentué de manière évidente la non-acquisition de ces documents pour cet ensemble de populations. Mais il n'en demeure pas moins que beaucoup de choses sont faites pour s'assurer que tout cela est mis en œuvre. D'accord. Alors quand on prend en compte toutes ces raisons, est-ce qu'il est possible de mettre un jour fin à l'apatridie en Côte d'Ivoire? C'est le souhait que la communauté internationale s'est faite, c'est le souhait que la Côte d'Ivoire elle-même s'est faite. Bien entendu, si nous replaçons dans son contexte l'apatridie et toutes les questions liées à la nationalité, le conflit ivoirien lui-même, le conflit qu'a connu la Côte d'Ivoire dans les années 2000 et dans les années 2010, trouve sa genèse dans qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Donc je veux dire que l'apatridie est certainement quelque chose sur lequel nous devons beaucoup réfléchir, et les gouvernants de la Côte d'Ivoire ont pris cela à bras-le-corps et ils essaient de donner des solutions à cela. Il n'en demeure pas moins que des efforts sont faits. Je veux dire que l'adoption de lois, la ratification de conventions internationales qui cherchent à éradiquer l'apatridie sont mises en place, et la Côte d'Ivoire est un pays phare dans cette lutte contre l'apatridie. Alors le point exactement de votre collaboration avec les autorités ivoiriennes sur cette problématique?
Les autorités ivoiriennes ont fait appel au HR, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos. Nous avons donc mandat pour ces questions relatives à l'apatridie. Donc les autorités ivoiriennes, dès l'installation du nouveau régime en 2011, ont fait appel au HR pour aider cela. Et en cela, la Côte d'Ivoire a ratifié les conventions qui sont les conventions pertinentes concernant l'apatridie, à savoir la convention de 1954 et celle de 1961 sur l'éradication de l'apatridie ou la réduction des cas d'apatridie. Mais au-delà de ça, la Côte d'Ivoire a, en 2015, avec le concours du HR et de la CEDEAO, accueilli sur son sol une réunion régionale. Donc tous les États de la CEDEAO se sont engagés à éradiquer l'apatridie. Cette même déclaration, qui est aujourd'hui communément appelée déclaration d'Abidjan, a fait des émules. Je veux dire que beaucoup de pays et beaucoup d'entités sous-régionales se sont engagés dans cette forme de cette dynamique. Et la Côte d'Ivoire est allée beaucoup plus loin. Je veux dire qu'elle a présenté la déclaration d'Abidjan au chef d'État de la CEDEAO en mai 2015 et cette déclaration a été ratifiée. Elle a ensuite suivi son chemin. À Banjul, il y a un mois de cela, cette même plan d'action qui est une émanation de déclaration d'Abidjan a été adopté. Et à Morovia, il y a 2 semaines exactement de cela, je veux dire que cela est passé comme force de loi dans le cadre juridique des activités de la CEDEAO. Donc je pense que c'est en résumé vous dire que l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire est résolu à donner de tout son poids pour éradiquer l'apatridie. Mais il n'en demeure pas moins que l'apatridie reste quelque chose un sujet assez controversé sur le sol de Côte d'Ivoire parce qu'il est souvent instrumentalisé. Il va sans dire que nous devons le regarder sous l'angle droit de l'homme. Parce que droit de l'homme. Alors d'accord, sous cet angle-là, une personne qui est apatride, on ne sait pas d'où elle vient, n'a pas de papier concrètement, qu'est-ce qui est fait pour retracer ses origines? Est-ce que ça veut dire qu'automatiquement on doit chercher à lui donner la nationalité ivoirienne? Comment ça se passe concrètement? Certainement pas. Je pense qu'il y a souvent cette erreur que beaucoup de gens font. Ils pensent qu'effectivement éradiquer l'apatridie ou mettre fin à une situation d'apatridie en Côte d'Ivoire aboutit nécessairement à la naturalisation dans la nationalité ivoirienne de cet individu. Alors que non, je pense qu'il suffit d'abord d'avoir accès à ces personnes-là. Je dis que c'est souvent des personnes qui sont dans le monde rural, dans les plantations de café et de cacao, qui sont souvent exploitées parce que tout simplement elles n'ont pas de documentation pour pouvoir justifier d'un minimum de salaire, etc. Donc je pense que d'abord il faut aller à la rencontre de ces populations-là, savoir qui elles sont, savoir où est-ce qu'elles sont. Et en étudiant leur cas, on se rendra très souvent qu'elles ne sont pas nécessairement vocation à être ivoiriennes, mais elles peuvent être d'un pays autre, donc je pense que c'est certainement ça. L'État a mis en place une loi qu'on appelle la loi de l'acquisition de la nationalité par déclaration, qui permet à tout un ensemble d'individus, notamment les personnes que j'ai listées tout à l'heure, d'avoir la possibilité de présenter devant un juge d'instruction, de présenter devant un juge un ensemble de documents qui leur sont requis, et s'ils remplissent les conditions pour acquérir la nationalité ivoirienne, ils l'ont. S'ils remplissent les conditions pour acquérir une autre nationalité, on les aiguillonne vers les consulats ou les ambassades de leurs pays respectifs pour qu'ils puissent acquérir une nationalité. Alors, M. Touré, pour finir, la célébration de la Journée mondiale des réfugiés, c'est le 20 juin prochain, dans tout juste 2 jours. Qu'est-ce qui est prévu pour la célébration ici, en Côte d'Ivoire? Ce qui est prévu, il y a un ensemble d'activités qui sont prévues sur Abidjan. D'abord, c'est une invitation à toute la population abidjanaise de venir se joindre à nous à l'université Houphouët-Boigny, où effectivement un ensemble d'activités vont être mises en place. Et l'après-midi, avec la collaboration avec l'ambassade de France, nous organisons un panel sur l'immigration et les réfugiés qui se passera à l'Institut français à partir de 14h. Donc toutes les populations sont les bienvenues. Pour un peu parler de ce phénomène, parce qu'on oublie de dire que 65 millions de personnes sur cette terre sont dans des situations de réfugiés, d'apatrides ou de demandeurs d'asile. Donc je pense que c'est quand même assez important. À la fin de cette émission, on aura en l'espace d'une demi-heure d'émission, pratiquement 20 000 personnes vont se retrouver dans des situations de déplacement forcé. Donc c'est pour dire que le phénomène est quand même quelque chose d'assez important et qui peut tous nous toucher. Je veux dire que vous et moi, demain, nous pouvons nous retrouver dans des situations de réfugiés. Donc il est important de témoigner à toutes ces populations notre solidarité et puis de les encourager dans leur résilience, qui est quand même quelque chose à admirer.
Merci, Monsieur Touré. Mohamed Askia, représentant du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Merci d'être venu sur ce plateau. Pour terminer ce journal, l'ex-international ivoirien Cheikh Ismaël Thioté, inhumé aujourd'hui au cimetière de Williamsville. Décédé le 5 juin 2017 en Chine des suites d'un arrêt cardiaque lors d'une séance d'entraînement avec son équipe. La dépouille du footballeur est arrivée à Abidjan le jeudi 15 juin dernier. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bon dimanche et très bonne fête à tous les papas.